Bonsoir et bienvenue à l'émission En Piste. Eh bien oui, Georges Hamel ce soir qui a l'honneur d'être avec vous. En remplacement de Pierre Harvey, notre ami Pierre qui est à Shannonville pour ce week-end et aujourd'hui. Il est en train de prendre un cours de nul autre que Michel Mercier pour conduire des superbikes. Alors c'est certain qu'il va nous revenir avec plein d'informations passionnantes la semaine prochaine. En attendant, Pierre ne s'est pas prié pour nous préparer une émission absolument extraordinaire ce soir. Eh bien, j'ai l'honneur de recevoir Christian Gingras, que j'ai rencontré en fait à La Vertu Extrême la semaine passée. Comme vous le savez, la semaine passée, j'ai eu le bonheur d'être aux 24 heures du Mans. C'était une première expérience pour moi. J'ai le bonheur ce soir aussi de recevoir quelqu'un qui a tout organisé le voyage et qui a participé au voyage avec nous, Christian Gingras. Bonsoir. Bonsoir, Georges. Ça va bien? Très, très bien. Good. Quelle expérience. Ah, absolument. Bien, c'est justement ça. Écoute, on planifiait ça depuis quelques années, mais dans la dernière année, c'est sûr que ça a été un peu plus... il y a eu un peu plus de choses à faire. Je veux que tu me parles un peu de l'organisation du voyage comme tel, puis comment ça s'est passé? Écoute, on était un groupe, premièrement, 8 personnes. Il fallait penser aux billets, il fallait penser à l'avion, il fallait penser surtout à l'hébergement. Parce que, bon, l'avion, pas trop compliqué. Exact. Les billets là-bas, il faut attendre qu'ils soient en vente. On les achète à ce moment-là. L'hébergement, c'est plus compliqué. Parce que beaucoup d'amateurs font du camping sur place. On ne voulait pas faire de camping. On savait que la ville du Mans était quand même assez grande, mais que les chambres d'hôtel ne sont pas si nombreuses. Donc, 250 000 personnes, c'était sûr qu'on n'avait pas grand-chose là si on n'avait pas des réservations longtemps en avance. Tout à fait. Alors, on a cherché des petites maisons dans les villages autour, et c'est ça qui était vraiment intéressant dans notre voyage. Et on a été chanceux. On a été très chanceux. On a eu un bed and breakfast fantastique. Oui, tout à fait. On sait ce que ça coûte aller au Grand Prix de F1 Montréal. On sait que sur les circuits européens, c'est 600 à 700 $ un billet. Montréal, ça peut varier entre 200 et 400 $. Comment ça coûtait le billet? Écoute, c'est 67 € pour entrer sur l'enceinte générale pour toute la semaine. À peu près 115 $. À peu près, oui. Peut-être une centaine de dollars. Et si on veut être assis, si on va avoir des tribunes réservées, il faut rajouter un 100 € supplémentaire, donc à peu près 140 $ de plus. Donc, c'est quand même très raisonnable. Pour toute la semaine, avec un siège réservé, 250 $ à peu près. Bon, ça fait du bon sens. Ben du bon sens. Écoute, nous autres, c'était notre première expérience dans une course longue durée comme ça, 24 heures. Et puis Le Mans, c'est reconnu, ça existe depuis la première course a eu lieu en 1923, je me rappelle bien. Parle-moi de l'atmosphère le jour, puis ensuite, on va parler de ton expérience un peu. C'était un des rares qui l'a fait la nuit aussi. Moi, j'ai été me coucher. Alors, le jour, comment c'était? Écoute, le jour, ce qu'il faut comprendre, c'est une course comme toutes les autres, sur un circuit un peu différent de 13 km, extrêmement grand. C'est très, très grand comme site. Il y a du camping partout autour, parce qu'il y a à peu près 100 000 des 250 000 personnes qui sont là, qui font du camping, des Anglais, des Allemands, des Hollandais. Et c'est le party. Et c'est le party dans les campings toute la nuit. La nuit de la course, que j'ai eu l'occasion d'expérimenter à 4 degrés Celsius, il faisait pas chaud. La nuit de la course, c'est très différent. Moi, je m'attendais à ce que ce soit la fête toute la nuit, tout est ouvert, les boutiques et tout ça. Finalement, vers minuit et demi, 1h, toutes les boutiques ferment, plus moyen de trouver à manger, plus moyen de trouver à boire, plus moyen d'acheter quoi que ce soit. Que ce soit dans les estrades, on regarde la course, on peut dormir un peu, et on regarde surtout tous ceux qui ont fait la fête un peu trop fort jusqu'à 1h, 2h, parce qu'à 3h, 4h, 5h, il y a beaucoup de gens qui sont complètement sous, qui sont parfois désagréables avec nous. Oui, absolument. Mais c'est une atmosphère de fête foraine, je dirais, puis tout reprend vie vers 8h, 8h30. Eh bien, fait que la nuit, vraiment, ça ferme au complet. Ça, c'est très surprenant. Ça, c'est très surprenant. On s'attend à une course par année, 24 heures, là, partez pendant 24 heures, mais non. C'est entre 1h du matin et 7h, 7h30. C'est le calme plat partout autour. C'est vraiment spécial. Écoute, on vient de parler du jour, de la nuit. Bon, il y avait une lutte absolument extraordinaire dans la classe LMP1. Oui. Et puis, c'était Audi Peugeot. Ouais. Alors, rapidement, moi, j'ai trouvé les voitures turbo-diesel absolument extraordinaires. Dans le cas des Audi et des Peugeot, c'était quelque chose. Mais il faut avouer que la Audi était peut-être un peu supérieure. Oui. Tous les experts s'entendent pour dire que c'était une des meilleures éditions des 24 heures du Mans, tant la course était serrée. Nous, à 6h30, 7h du matin, il y avait les 4 premières voitures, la Audi qui restait, parce qu'il y en a 2 qui ont été détruites complètement un peu plus tôt dans la course. Absolument. Les 3 Peugeot, ils s'échangeaient la première place. Les 4 voitures étaient dans le même tour à 20-25 secondes d'écart. Ça s'est terminé avec la victoire de la Audi, à peu près 13-14 secondes devant un des Peugeot, la Peugeot numéro 9.
Après 24 heures, il faut le faire. C'était très serré. Les Audi, comme tu disais, étaient pas beaucoup plus rapides. Ils étaient plus rapides en piste. Tout à fait. Absolument. Par contre, ils devaient s'arrêter plus souvent. C'était aux 10 tours, je pense, alors que les Peugeot pouvaient se permettre d'aller un petit peu plus loin. Des fois 12. En tout, la Audi a fait 31 arrêts. Les Peugeot en ont fait autour de 28. Okay. Donc, ça a fait une différence. En piste, le silence de la Audi était incroyable. Comme un moteur électrique ou presque. Vraiment pas un moteur de course. Alors que les Peugeot ressemblaient plus à... Ça faisait contraste avec la Corvette, la Corvette jaune et noire. Un bruit épouvantable. Je sais pas comment tu as fait pour dormir dans les estrades avec cette voiture-là qui passait aux 5 minutes. C'est ce que je disais. On faisait un petit dodo entre chaque tour. Les tours ont 3 minutes et demie, 4 minutes, surtout pour les GT, plus autour de 4 minutes. Fait on pouvait dormir un petit peu entre chaque passage de la Corvette. Il y a une histoire que on a vu à la parade des pilotes, l'équipage de la GT, de la Ford GT, grand-papa avec son épouse et puis un autre pilote invité, et qui ont terminé la course troisième. Ils se sont qualifiés avant-dernier sur les 56 voitures qui étaient là. Ils ont terminé troisième dans leur classe. Ils ont gagné leur troisième place dans les derniers tours en passant devant une autre voiture. C'était vraiment spectaculaire. Et c'est la grand-maman qui a terminé la course les 20 dernières minutes. C'est elle qui les a pilotées. Incroyable. Quel âge avait-elle? Aucune idée. Je sais pas, on avait la cinquantaine, mais dans la cinquantaine, peut-être même proche de la soixantaine. C'est quand même surprenant quand on sait qu'il y a 56 équipages invités et que cette voiture-là et cet équipage-là ait réussi à passer l'inscription parce qu'on sait qu'il y a à peu près une trentaine d'équipages qui ont été refusés. Il faut passer tout un système de qualification qui est très long. Ça dure des mois là, pour se qualifier pour les 24 heures du Mans. Exactement. Parle-moi des différentes classes. On a parlé un peu des LMP1 avec les Audi, Peugeot, quelques autres voitures qui étaient là, dont l'équipe Rébellion. Oui, ce qu'il faut dire, effectivement, l'équipe Rébellion dont tu parles a été la première dans les LMP1 avec un moteur à essence. Parce que dans la catégorie LMP1, il y a en fait 2 catégories de voitures, diesel et essence, et l'équipe Rébellion de Suisse, de superbes voitures d'ailleurs, gold et rouge. Avec de l'argent un peu aussi. Vraiment magnifique. Un peu comme les McLaren F1. Ont terminé premier après l'abandon de la Pescarolo, qui est l'équipe fétiche des Français. Ben oui, tout à fait. Surtout que Pescarolo a eu des gros problèmes l'année passée. On a vu un Pescarolo vieilli, en fait, dans les stands. Et puis là, ces 2 voitures qui ont lâché avant la fin, ça, c'était... oui, en fait, et puis quelle expérience, je sais pas, tu allais dire... On parlait tantôt des LMP2, il y avait aussi la série GT. La série GT, donc les Ferrari 458, les Ferrari 430, les Corvettes, les BMW M3, et qui sont conduites... qui sont conduites soit par des professionnels ou des amateurs. Donc, c'était les 2 sous-classes là, dans GT. OK. Alors, ça faisait partie, c'était les 56 équipages dans tout ça. Le budget, on veut aller aux 24 heures du Mans. On est habitué d'aller au Grand Prix de F1 au Canada ou bien 500 000 d'Indianapolis. On va aller à Daytona voir une course de NASCAR ou n'importe où aux États-Unis. On sait à peu près à quoi s'attendre. Maintenant, là, on est un groupe de 8. À quoi on peut s'attendre comme prix à peu près? Un groupe de 8 pour nous... Pour chacune des personnes, on peut s'attendre à un minimum de 2800, 2700, 2800 $. À ça, il faut ajouter les souvenirs. Personnellement, ça m'a coûté quelque chose comme 3400 $ ce voyage-là, 3300, 3400. J'ai ramené des souvenirs. On ne s'est pas privé quand on venait le temps de manger. On a passé une journée à Paris à l'arrivée, une journée au retour. Et tout ça, ça fait partie du montant dont je te parle. Exact. Donc, quelqu'un qui veut se concentrer sur la course, billets d'avion, hébergement, bouffe, billets, je pense qu'on peut très bien s'en tirer pour 2500 quand on est un peu économe par personne. Paris coûte cher. Oui, Paris coûte cher. Donc, si on évite Paris en s'en allant au Mans tout de suite en sortant de l'avion, ben on réduit les coûts. Oui, tout à fait raison. En terminant, je voulais juste te parler de quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Là. Bon, on sort un peu du cadre de la course, là, mais le parc automobile français. Oui. J'attends encore de voir ma première Toyota là-bas. J'en ai presque pas vu de Honda, pas vu de produits japonais, en fait. Et pas de camionnette, pas de pick-up, pas de gros pick-up. Non, il n'y a pas de gros pick-up. J'ai été très surpris de voir que 60 du parc, dis-moi si je me trompe. J'irais même plus qu'à 70, 75 c'est du Peugeot, du Renault, du Citroën. C'est incroyable. C'est les marques françaises. Évidemment, les Allemands sont très présents. On pense à BMW, Audi, Mercedes, Mini Cooper, tout ça qui sont vraiment beaucoup sur les routes, mais qui complètent, si on veut, le 70 de voitures françaises. Mais c'est assez impressionnant. En tout cas, nous autres, ça nous a beaucoup surpris de voir que le parc était complètement différent que ce que nous, on a ici au Québec. L'accident de McNish. Oui. Moi, je l'ai vu presque en direct, mais celui de Rockefeller, les vidéos sont... Écoute, c'est arrivé au milieu de la nuit. Oui, on n'a pas vu non plus... En fait, on était en route vers le fameux virage Arnage. Oui, exactement. Où l'accident...
C'est dans ces environs-là que l'accident a lieu. On n'a pas vu, mais les images sont spectaculaires. Pourtant, les deux pilotes, autant McNish que Rockefeller, ne sont pas blessés. Les Exact, voitures sont absolument rien. détruites. Dans le cas de Rockefeller, McNish, on sait ce qui est arrivé, accrochage avec le fils de Jean-Pierre Beltoise, qui était là en Corvette, si je ne me trompe pas, ou non, c'était une Ferrari. Mais dans le cas de Rockefeller, c'était très difficile avec les vidéos de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas si tu as eu des détails par la suite. Bien, ce que j'ai lu, c'est que, encore là, c'est en dépassant une voiture plus lente, donc une voiture de la catégorie GT. Je crois que c'est une Ferrari. Encore une fois. Mauvaise manœuvre d'un des deux pilotes, et puis accrochage, boule de feu, perte de contrôle. Barrière qui arrive très, très vite. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. La vitesse maximale de ces Audi et Peugeot-là, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu vraiment d'informations là-dessus. Je ne sais pas si tu avais une idée. Bien, c'est une voiture qui peut facilement dépasser les 300 km/h. Ce sont des F1 pour l'endurance. Exact. Les technologies se ressemblent, les roues sont couvertes, mais en fait, quand on les entend, quand on les voit tourner, quand on les voit coller dans les virages, on peut dire que c'est des F1 qui sont capables de faire 24 heures. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces voitures-là, dans une course, font la même distance qu'une F1 dans toute la saison. Tu as tout à fait raison. C'est assez impressionnant. En terminant, on sait que tu fais plusieurs voyages, toujours la plupart du temps reliés à la course automobile. Le prochain, c'est quoi? Dans 2, 3, 4 ans, WRC, World Rally Championship, on va aller voir des Sébastien Loeb et compagnie se battre sur des routes, soit en Espagne, en Finlande ou en Suède, ça reste à déterminer. Tu m'invites, ceux que je vois être là. C'est certain. Le pilote mystère maintenant. En passant, merci à Christian. Hein, c'était quelle belle entrevue, quelle expérience de voyager avec ce monsieur-là qui vraiment sait quoi faire pour être à l'aise en voyage.